Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, Mais pas trop. conçu pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur ces rois et leurs peuples comme leurs aventures durant le premier millénaire. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram ou écrivez-nous à meropodcast.fr@gmail.com. Et n'hésitez surtout pas à nous donner des étoiles sur votre application de balado favorite. Genre 5 étoiles si vous ne savez pas laquelle choisir. Ou à nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ceci est l'épisode 64. Alaric Management. Clovis, le nouveau converti, doit se demander comment occuper ses journées. Maintenant qu'il s'est mis en règle avec Dieu et avec son peuple, qu'il a éclaté successivement tous ses voisins du nord de l'Europe, et que sa chère femme Crodeshild élève les marmousses qu'il est en train d'enchaîner dans cette première décennie du VIe siècle. Mais si vous pensiez que l'heure de la retraite dorée et des pantoufles a sonné pour notre franc favori, désolé, mais on va devoir vous décevoir. Parce que la paix d'Amboise de 502, avec le voisin wisigoth Alaric, porte sans doute très mal son nom. Ce n'est pas la paix d'Amboise dont il faut parler, c'est plutôt de la trêve d'Amboise. Un arrangement précaire qui force le roi de Toulouse à finalement prêter attention à l'homme du Nord, comme nous allons le voir dans cet épisode. Que pense de Clovis Alaric II dans le fond, tranquillement installé dans son palais toulousain durant leurs 20 ans de règne parallèle? Personne ne peut le savoir, mais il a progressivement dû se poser quelques questions sur son voisin un peu turbulent au nord. Car les deux hommes ont eu des carrières étrangement comparables en fait. Ils ont la quarantaine dans la première décennie du VIe siècle, étant probablement nés l'un et l'autre au début des années 60. Et ils ont déjà été une bonne vingtaine d'années au pouvoir dans leurs royaumes respectifs, puisqu'ils sont montés tous les deux sur le trône dans leur jeunesse dans les années 80. Et les deux hommes ont dû apprendre, de gré ou de force, à vivre en voisins, suite à l'annexion progressive du royaume de Syagrius par Clovis à partir de 486, fixant au bout d'un moment sa frontière aux portes du royaume de Toulouse. Une première prise de contact qui va être le prélude à des rapports plutôt houleux entre les deux souverains pendant leurs 15 premières années. Alors, l'interprétation habituelle d'une simple ligne de Grégoire de Tours, suite à la guerre de Soissons, c'est que Clovis a directement pris l'ascendant psychologique sur Alaric II. Le chroniqueur rapporte, et je cite, « Celui-ci, craignant de s'attirer la colère des Francs, car la crainte est ordinaire aux Goths, livra au député Syagrius chargé de fer. » Et Grégoire a ainsi établi le récit classique qu'emporté par son élan, Clovis a pu lancer des exigences à Alaric qui s'est dépêché de plier devant la menace franque en trahissant son ami Syagrius, reflétant surtout le biais évident anti-visigothique et anti-arien de Grégoire. Rien ne prouve qu'Alaric se soit inquiété immédiatement des 486 de Clovis, qui, comme on l'a dit, a probablement mis des années à conquérir tout le pays entre Seine et Loire après Soissons. Et tout aussi douteux, la lâcheté naturelle des Goths. Et honnêtement, on voit mal Alaric céder sans raison à de quelconques menaces de la part de celui qui reste un petit voisin un peu sauvage au nord. À faire un pari, Alaric a gardé Syagrius au chaud, moitié otage et moitié allié. Et il s'en est débarrassé assez froidement au bon moment, histoire de sceller la trêve de 502 après les frictions et les raids francs de la fin des années 90 sur Bordeaux et sur Saintes. Donc l'idée qu'Alaric le Wisigoth a vécu toutes ces années terrorisé par Clovis est certainement absurde en réalité. Il faut toujours être prudent avec les analyses de notre bon vieux Greg the Beacher quand on parle d'énergumènes qui ont le malheur de ne pas lui plaire. Comme par exemple les Ariens, qui pour lui riment toujours avec bon à rien. Par contre, c'est vrai qu'en 15 ans, Clovis est passé du statut de nobody absolu à celui d'un homme qui compte dans la géopolitique de l'ex-empire romain d'Occident.
surtout depuis qu'il surfe la vague nicéenne. C'est bien ça? Évidemment. Et le Franc a sans doute profité du fait que durant les premières années de leur règne respectif, Alaric II a eu d'autres chats à fouetter de son côté. Alors, tout aurait pu bien se passer entre les deux dans le fond, puisque Alaric II s'est lui aussi mis à 200% dans le camp de Théodoric l'Ostrogoth d'Italie et le beau-frère de Clovis. Car, dans un rare épisode d'alliance fraternelle gothique, Alaric a choisi d'envoyer sa propre armée sauver l'Ostrogoth des mains d'Odoacre au début de la guerre civile en Italie, en 490, devenant pour toujours l'ami du grand roi. L'alliance des Ostrogoths d'Italie et des Visigoths d'Espagne s'est manifestée pour la première fois cette année-là, alors que ces deux peuples avaient vécu totalement séparément et à des centaines de kilomètres de distance depuis un siècle, et la grande migration vers l'Aquitaine, initiée par le lointain prédécesseur wisigoth, Alaric Ier, le roi rebelle de la bataille de la rivière Froide en 394. Oula, moi j'ai tout oublié de cette histoire. Va vraiment falloir que je réécoute la saison 2. Pas vous? Bon, je m'égare. Mais c'est vrai que les Visigoths ont quitté les Balkans dans les années 390 pour piller Rome en 410, avant de s'installer finalement en Aquitaine. Je me demande d'ailleurs si on ne les surnommait pas les Gitans du 5e siècle, pour céder aux stéréotypes faciles et pas très honnêtes, reconnaissons-le. En tout cas, s'il y a une chose à retenir, c'est que notre homme, Alaric II, a passé sa vie à s'intéresser plus au bassin méditerranéen et à affermir ses alliances et son pouvoir dans cette direction que de s'occuper du Nord. En tant qu'allié de Théodoric le Grand, il a épousé sa propre fille, Théodégota, pour s'assurer de son soutien, et est aussi devenu l'allié de Gondebaud en 500, en lui permettant de reconquérir son royaume contre son frère Godégisel en échange de la Provence, si vous vous rappelez. Un deal win-win, comme on dirait de nos jours. Et ça, c'est pour la politique extérieure. Mais à l'intérieur aussi, Alaric II est bien occupé du côté de la Méditerranée, car il a surtout dû se battre pour garder le contrôle de son propre territoire. Au minimum, 2 rébellions importantes nous sont reportées, toutes les deux en Espagne moderne et toutes les deux fomentées par des locaux en région tarraconaise, une en 496 et une en 506. Alors, on a peu de détails sur ces épisodes, sinon qu'ils ont mal fini pour leurs auteurs. Mais ces conflits indiquent surtout que le contrôle par le pouvoir de Toulouse de l'Ibérie restait compliqué. Un territoire qui restait farouchement différent, culturellement et religieusement, de ses maîtres wisigoths. Concrètement, il semble bien qu'Alaric a poussé pour la colonisation visigothique de la péninsule, histoire d'amorcer la transformation du pays et de solidifier sur le long terme le pouvoir royal. Sauf qu'avec une toute petite population gothique dans un territoire peuplé ultra majoritairement d'ibéro-romains, une tentative pareille de transformation culturelle ne pouvait ni être simple ni rapide évidemment. Alors, c'est sans doute ça qui explique les révoltes à répétition et une situation économique dégradée au début du VIe siècle dans ce royaume. Alaric est obligé apparemment de dévaluer sa propre monnaie pour payer ses troupes et répondre aux défis politiques qui s'imposent à lui. Sauf que la dévaluation, utile pour financer la guerre à court terme et compenser la perte sèche en taxation qu'impose l'instabilité générale, finit toujours par affaiblir le pouvoir qu'il utilise pour financer artificiellement ses dépenses. Mais malgré ses faiblesses, le royaume de Toulouse reste quand même fondamentalement un royaume immensément riche et peuplé par rapport à son voisin nordique du début du VIe siècle. L'agriculture est florissante, les routes et les ports fonctionnent bien et relient le royaume de Toulouse à tous ses voisins, favorisant un commerce intense et un artisanat de très haute qualité. Ce qui explique un peu mieux peut-être l'attitude d'Alaric II pendant toutes ces années. Ce n'est pas tant qu'il avait peur de Clovis, c'est juste qu'il n'avait pas que ça à faire de s'occuper de lui pendant les années 90. Ce qui nous amène à la fameuse paix d'Amboise de 502, où en gros, nos deux compères se rencontrent pour la première fois de leur vie sur une île de la Loire et décident d'enterrer la Francisque de Guerre, avec Alaric, pas fâché de mettre le holà à cette nuisance du Nord. Probablement. On n'a pas d'explication précise sur le contenu de cette paix, vu que Grégoire n'a jamais rien mentionné au sujet de disputes précédentes avec les Toulousains. Mais, si on lit entre les lignes, il n'y a qu'une explication logique à cette démarche du Wisigoth après 15 ans de voisinage pas très cordial. Pour Alaric II, l'objectif, c'est de ne pas gaspiller plus de temps ou d'énergie avec Clovis, alors que ses priorités, ses troupes, son économie
Tout est focalisé autour de la Méditerranée, à s'occuper de son royaume et de ses relations avec les autres voisins régionaux qui comptent, les Ostrogoths, les Burgondes ou les Vandales. Quand Alaric II rencontre Clovis à Amboise, il a probablement réussi à reprendre l'avantage depuis la guerre de Burgondie. Il a désormais un nouvel allié avec l'ami Gondebaud, des otages francs qu'il a récupérés à la chute de Vienne et une nouvelle région de Gaule avec la prise de contrôle de la Provence. En clair, il est en position de force pour imposer le calme sur la frontière du Nord, quoi qu'en rapporte Grégoire. À Amboise, Alaric va pouvoir se la jouer grand seigneur tout simplement. Il peut rendre les soldats prisonniers et livrer Syagrius, mais probablement contre des garanties de sécurité, et notamment le retrait de ses troupes au nord de la Loire. Et cette fois définitivement. Le message subliminal qu'on comprend dans cette entrevue, de la part du Visigoth, c'est un peu Ouais, t'es gentil maintenant, mais tu retournes dans ton pays de merde au nord et tu y restes, ok? Va casser les dents à des Alamans si tu sais pas quoi faire, ou tanner ces chiens de Thuringiens. Enfin, qui tu veux, mais surtout, ne reviens jamais. une proposition raisonnable, et assez généreuse si on y réfléchit. Surtout pour quelqu'un qui ferait l'hypothèse que Clovis était un homme raisonnablement ambitieux. Mais Alaric, qui n'est probablement pas stupide, doit vite se rendre compte que tout cela ne va pas marcher indéfiniment, avec Serial Annexeur. C'est une pause dans les hostilités, pas une conclusion. Tant que son royaume dans son ensemble continue d'additionner des faiblesses structurelles, politiques ou religieuses, mais que son territoire gaulois reste une terre fondamentalement riche et facile d'accès, Alaric sait que ses possessions constituent un aimant à problème avec un voisin comme Clovis. D'où le programme ambitieux dans lequel il se lance au début du VIe siècle pour consolider ses fondations. Car le roi des Visigoths décide tout à coup de mettre en priorité deux grands programmes pour construire une paix durable dans son royaume et en solidifier les bases pour décourager tous les fauteurs de troubles, internes comme externes. Tu veux dire le programme habituel des Romains, quoi. Panem is circenses. Ou plutôt, Brotunspiele en version germanique. Alors non, pas du tout. Les Visigoths, du blé, ils en produisent pas mal en Gaule, comme en Ibérie. Et pour les jeux, la christianisation de l'Empire a conduit l'empereur Honorius à interdire pour de bon les combats de gladiateurs au début du Ve siècle. Non, les deux axes de travail d'Alaric II, au début du VIe siècle, vont être la législation et la spiritualité. Deux grands chantiers auxquels il va s'atteler pour bâtir des fondations plus solides à son royaume. Alors pour la loi, on va devoir y consacrer un épisode bonus particulier, vu que le sujet est touffu. Mais en 506, on apprend que le roi des Visigoths fait publier un énorme règlement législatif, qu'on appelle le Bréviaire d'Alaric. Un grand code de loi qui compile et rationalise les publications des empereurs romains précédents, et qui permet à Alaric de créer un paquet législatif unique et complet pour l'ensemble de son royaume. Plus qu'un gros pavé réglementaire, le Bréviaire d'Alaric est le premier document légal qui vise à unifier Visigoths et Gallo-Romains dans un seul cadre réglementaire. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour Alaric II, ça veut dire beaucoup. Poser un code de loi qu'il a fait approuver par les élites du royaume, c'est inscrire le pouvoir visigothique dans la lignée d'une légitimité romaine vieille de plusieurs siècles. Fini le pouvoir un peu autoritaire du barbare, qui, parce qu'il a les armes dans la main, peut mettre le bordel où il veut et quand il veut. Maintenant, il y a des règles. Et les Romains, les règles écrites, ils aiment ça. Cette initiative d'Alaric, VRP de Duralex en ce début de VIe siècle, n'est peut-être pas la toute première dans les royaumes barbares d'Occident. Mais de manière aussi massive et spectaculaire, ça oui, ce bréviaire constitue un vrai point de rupture. C'est là la marque la plus forte que la période dite des migrations barbares est bien finie, et que la stabilité politique et légale redevient la norme. Le pouvoir de Toulouse se place fermement par cette décision dans le camp de la tradition de l'Empire romain, en reprenant à son compte ce concept d'un système légal écrit, qui est à la base de cette civilisation, à l'inverse de la tradition germanique d'un droit oral et coutumier, où c'est l'Assemblée qui juge, sans code de référence. Est-ce que ce choix-là est une réaction pure aux agissements du fou furieux du Nord? Possible, probable même. Une opération de propagande destinée à séduire les sujets romains tout en stabilisant le pays, et donc le régime. D'ailleurs, il y a un autre signe des efforts d'Alaric pour normaliser et pacifier son royaume. Et c'est la tentative de se mettre dans la poche
Les évêques nicéens, bien sûr. Car contrairement à ce que prétend Grégoire, il n'y a plus de persécution des Nicéens au royaume de Toulouse au début du VIe siècle. Le problème pour le roi des Visigoths, c'est plutôt d'obtenir des évêques nicéens qu'ils soutiennent un pouvoir qu'ils considèrent comme hérétique. Obtenir l'approbation publique des évêques et au-delà de toute l'aristocratie du royaume devient la véritable priorité d'Alaric II dans les années 500, sans se mettre à dos toute sa propre aristocratie arienne évidemment. Et là, clairement, c'est difficile de ne pas imaginer que la pression ne vient pas du royaume du Nord, où le réchauffement progressif des relations entre Clovis et les évêques ne peut que jeter une sale lumière sur le règne des Visigoths. Alaric décide donc en septembre 506 de réunir tous les évêques de son royaume. Une grande réunion, appelée concile évidemment, dans la ville d'Agde, dans le département de l'Hérault moderne, précisément dans l'église Saint-André, qui, bien que remaniée, existe encore dans le vieux centre-ville moderne de la commune. Le concile d'Agde est une première dans le monde wisigoth, voire barbare en réalité. 35 évêques ou leurs envoyés venant des 4 coins du royaume dans cette ville fortifiée, idéalement placée au centre des territoires gaulois et notamment proche de la Provence nouvellement acquise. Ce grand concile est d'ailleurs présidé par le pire des opposants historiques du roi, un certain Césaire d'Arles, car Alaric II a eu des démêlés avec cet évêque dans le passé, mais on tourne la page de ces vilains souvenirs. Le concile d'Arles scelle la réconciliation entre le roi et les prélats dans un grand meeting pacifique, réglant tout un tas de questions liturgiques ouvertes pour la plus grande satisfaction des ecclésiastiques. Un vrai succès pour le roi des Visigoths, qui voit Césaire, le prélat en chef, à la fin des débats prier pour lui, et je le cite, « pour sa longue vie, afin que le Seigneur puisse élargir son royaume. » Rien que ça. Ok, bon, n'exagérons rien. Ce concile n'est pas non plus la solution magique qui règle tous les problèmes d'Alaric. Car si le roi souhaitait faire l'unité de la foi chrétienne dans son royaume, entre les Nicéens et les Ariens, et unifier tout ce beau monde, ça par contre, c'est raté. Mais au moins, la tenue même du concile, que les évêques acceptent de se réunir sous son autorité, est un succès pour Alaric II. Sans d'ailleurs qu'il ait besoin de se mêler aux débats et aux décisions, sa simple présence au milieu des plus grandes autorités spirituelles du pays lui donne un sacré boost question légitimité. Mais est-ce que ça va vraiment suffire ? Pas sûr. Non, en effet. Parce qu'évidemment, après sa grande victoire contre les Alamans, et probablement après son baptême si on ne s'est pas trompé, Sarial l'annexeur commence à loucher de nouveau vers son voisin du sud à partir de 506. Alors pour Grégoire, aucun doute. Le noble Clovis n'a que trop attendu pour ouvrir une juste querelle contre Alaric que tout le monde appelle de ses vœux. Et je cite l'évêque. Beaucoup de gens, dans toutes les Gaules, désiraient alors extrêmement être soumis à la domination des Francs. Une affirmation qu'il va connecter un peu plus loin avec une déclaration choc qu'il met dans la bouche de Clovis, et je cite à nouveau l'évêque. « Je supporte avec un grand chagrin que ces Ariens possèdent une partie des Gaules. » Alors pour résumer, Clovis, un roi sans la moindre arrière-pensée, décide tout bêtement de se dévouer pour rendre service au bon peuple de la Gaule, histoire de sauver ses frères en Christ de l'horrible joug d'Alaric II l'Arien. Une croisade libératrice donc, qui ne ferait que répondre à la volonté unanime du peuple, attendant la délivrance d'un bon Nicéen comme lui. Une belle explication qui, soyons honnêtes, est totalement cousue de fil blanc. D'abord, quoi qu'en dise Grégoire, les populations nicéennes du royaume de Toulouse ne sont pas persécutées, ni en train de se rebeller contre l'autorité du roi. Contrairement à l'Ibérie, où pas mal de troubles sont en cours, tout est calme dans les Gaules. Pas de révolte, pas de drame, et le dernier conflit date maintenant des années 70, lors de la conquête de l'Auvergne. Or, ce territoire, comme les autres, accepte maintenant l'autorité des Visigoths, et l'aristocratie auvergnate compte apparemment parmi ses plus fidèles soutiens. Donc, on a beau chercher, on ne voit pas trop qui seraient ces populations gauloises trop impatientes de se faire envahir par un roi franc qu'ils ne connaissent pas et qui ne peut être, à leurs yeux, qu'un roi étranger inamical qui ne leur veut pas que du bien, ni à eux et ni à leur possession. Quant aux évêques et aux autorités religieuses, là aussi, c'est un peu difficile à croire. Oui, les autorités visigothiques ont eu des problèmes avec certains évêques rebelles comme Césaire,
et ont dû en exiler un certain nombre par le passé, c'est sûr. Mais ces troubles sont en train de se régler, comme le démontre la belle unité derrière le concile d'Agde. Les évêques du royaume et Alaric ont bien réussi à trouver un terrain d'entente, et les ecclésiastiques ont été laissés libres de régler leurs propres problèmes sous l'autorité d'un roi qui ne cherche plus à convertir ou à forcer qui que ce soit à l'arianisme. Honnêtement, là encore, on se demande bien quels sont ces évêques qui appellent Clovis à la rescousse et qui sont prêts à voir leur diocèse saccagé pour obtenir un nouveau souverain. Oui, ça sent la mauvaise foi, cet argument religieux. Et même en essayant d'être gentil, je ne crois pas trop à ce désir d'éradiquer l'hérésie, motivant Clovis dans ses manigances de 506 contre Alaric. Au mieux, c'est un bon prétexte qu'il utilise à ce stade pour des questions de politique intérieure et extérieure. Au pire, c'est une reconstruction tardive, créée par Grégoire, d'un motif qui ne lui a même pas traversé l'esprit. À moins que ça ne soit bien sûr Serial Annexeur qui se soit mis en chasse d'une nouvelle proie. L'appât du gain, même si on n'a pas de preuves, reste le motif le plus facile à croire honnêtement. D'ailleurs, même Grégoire, après avoir exposé les pieux motifs de Clovis, lui prête quand même un discours plus raccord avec son comportement habituel et ses objectifs bien connus. Et je cite à nouveau. Après les avoir vaincus, réduisons le pays en notre pouvoir. Là, entre nous, ça sonne plus crédible quand même. Et quoi de plus normal après tout? Le sud de la Gaule est clairement plus riche que le nord. Les grands domaines agricoles hérités de l'Empire se trouvent là. Le commerce méditerranéen y est encore actif. Les plus grandes cités se trouvent au sud. Honnêtement, ce serait presque criminel pour Clovis que de laisser autant de richesses à portée de main, alors que ces hommes n'ont pas dû rafler grand-chose dans leur dernière campagne contre les Alamans et leur état semi-barbare. Pour un roi pillard habitué à enrichir ses soldats, on comprend assez bien l'intérêt qu'il y a de s'attaquer à une proie intéressante, comme le royaume de Toulouse. En fait, connaissant la mentalité de Clovis, la vraie question qui peut se poser n'est pas pourquoi il attaque le royaume du Sud, mais plutôt pourquoi il n'attaque que maintenant en fait. Qu'est-ce qui a bien pu le motiver à attendre si longtemps avant de frapper? Et là encore, le seul motif rationnel qu'on peut envisager, c'est qu'en 506, Clovis se sent assez fort tout à coup pour aller défier le voisin du Sud. Ce qui semble assez cohérent. Si on fait l'hypothèse que les dernières révoltes en Espagne de 506, que les Visigoths ont eu du mal à mater, ont dû pas mal affaiblir le royaume. Une bonne partie des troupes, et notamment de la cavalerie, a dû rester mobilisée au sud pour pacifier la région, et en même temps, les difficultés monétaires impactent sans aucun doute la machine militaire visigothique. Mais attends, il n'est pas tout seul quand même Alaric II dans cette galère. Il y a bien son super beau-père, Théodoric, sur qui il peut compter. Oui, Théodoric l'Ostrogoth est clairement derrière son ami Alaric II. Et pour le coup, on dispose de documents contemporains pour ces années-là, grâce à un certain Cassiodore, un homme d'État romain qui a servi de chancelier pour le grand roi des Italiens et qui a laissé une correspondance extraordinaire autour de ces événements. Théodoric fait effectivement feu de tout bois sur le plan diplomatique pour calmer tous ses gendres et beaux-frères au nord. Et plus important, le roi Ostrogoth ne fait pas mystère de son opinion sur la situation. À Gondobald, le roi des Burgondes, dont le fils a épousé sa propre fille, Théodoric dit clairement de ne pas se mêler des disputes entre Alaric et Clovis et de rester dans son propre royaume. À Alaric, justement son gendre, il ordonne carrément de ne pas entrer en guerre contre Clovis. Sa lettre dit explicitement que malgré leur passé glorieux contre Attila, et je le cite, « n'attaque pas le roi des Francs. La guerre est une chose terrible et terriblement risquée. » D'ailleurs, Théodoric, un peu condescendant, lui rappelle que les Visigoths n'ont pas mené beaucoup de guerres à succès récemment, contrairement aux Francs, et que concrètement, ils sont probablement moins aguerris qu'eux en cas de conflit armé. Raison de plus pour ne pas s'enflammer selon Théodoric et de ne pas céder aux provocations de Serial Annexeur. Mais c'est à Clovis qu'il réserve les missives les plus sèches. Et oui, les relations se sont bien tendues avec son beau-frère. Théodoric envoie littéralement une lettre de mise en garde, où il dénonce des prétextes futiles qu'agite le Franc pour justifier son agression. Prétextes non explicités dans la lettre, mais clairement présentés comme des choses triviales, qui ne justifient pas une guerre. Malgré le ton apparemment apaisant, vu qu'il se présente comme ami et comme père du roi des Francs, la recommandation de l'Ostrogoth est absolument claire.
C'est une injonction à cesser tout de suite les préparatifs guerriers. Et pour être sûr qu'on comprenne bien sa lettre, il finit par une menace pas du tout voilée, et je le cite à nouveau. Celui qui méprise notre conseil devra considérer nos alliés et nous-mêmes comme des ennemis. Ah ouais, il tente le tout pour le tout, Théodoric. Clairement, il n'est pas content. D'ailleurs, on a une autre lettre qui envoie du bois à son autre gendre, le roi des Thuringiens, là-haut en Allemagne du Nord, contre qui Clovis s'est battu 15 ans plus tôt. En gros, il l'incite à menacer Clovis, lui aussi, d'attaques massives s'il s'en prend à Alaric, en affirmant qu'en agressant son voisin wisigoth, il agresse tout le monde. C'est un pour tous, tous contre le roi des Francs, au tournant de 506-507. Donc que doit-on en conclure? Que ça sent le moisi pour Clovis? Alors sur le papier, c'est effectivement bien mal engagé pour Clovis, qui voit Théodoric rameuter tout l'Occident contre lui avec ses lettres et autres manœuvres diplomatiques. Mais ça, c'est sur le papier. Parce que Théodoric peut écrire les missives qu'il veut et envoyer des menaces voilées ou non. Il n'est pas en parfaite posture non plus quand arrive l'année 507. Parce que notre Ostrogoth a fait la même erreur que son prédécesseur Odoacre. La petite erreur à éviter si vous voulez piloter l'Italie au 5e ou au 6e siècle en toute tranquillité. Théodoric s'est fâché à son tour avec son véritable patron, l'empereur de Constantinople, un certain Anastase qui a succédé à Zénon et qui n'apprécie pas du tout les manigances de l'Italien et de son comportement de nabab de l'Ouest depuis qu'il a pris le pouvoir. Théodoric s'est émancipé et n'écoute plus les ambassadeurs de Constantinople qui continuent de croire qu'il n'est que leur vassal. La tension est montée à un tel point ces 2 dernières années que tout le monde craint le retour de la guerre en Italie désormais, avec le poids lourd impérial qui commence à montrer les dents. Ce qui signifie que Théodoric n'a plus tout à fait les moyens de projeter ses forces vers l'ouest et qu'il est obligé de rester en alerte sur sa frontière orientale vu l'antagonisme qu'il a créé avec l'Empire et qu'il le considère maintenant comme un rebelle. Et Théodoric est bien placé pour savoir que Byzance peut tout à fait lui envoyer une armée ou deux pour le détruire lui et son royaume, comme il l'a lui-même fait 15 ans plus tôt contre Odoacre. Est-ce que Clovis sait tout cela au début 507? À n'en pas douter. Les missives et les courriers fonctionnent à plein régime en ce début du VIe siècle. Clovis sait tout cela, et il est bien probable que ces troubles autour de l'Italie sont un des paramètres de sa décision de s'en prendre à Alaric II tout à coup. On peut même se demander s'il n'est pas carrément de mèche avec Byzance pour le coup, même si on n'en a pas la preuve formelle. En tout état de cause, le roi des Francs a compris que malgré les courriers incendiaires du Sud, une occasion en or est en train de s'ouvrir pour lui en Gaule. Il a clairement une armée puissante après sa guerre victorieuse contre les Alamans, et il sait que les défenseurs du Sud sont en réalité des tigres de papier. Les Ostrogoths sont incapables de faire plus que d'envoyer des lettres, et les Wisigoths, eux, sont englués avec des problèmes politiques et financiers avec leurs révoltes successives en Ibérie. Les appels à la douceur et à la raison de l'Ostrogoth ou des évêques de son royaume peuvent se multiplier. Pour Serial Annexeur, il est temps de se remettre au travail en 507. D'ailleurs, il n'y a pas que les défenses à considérer dans les paramètres de la guerre de 507 qui s'annonce. Il y a aussi le potentiel offensif de Clovis qui vient d'être boosté. Car, malgré les lettres de Théodoric, on apprend à Milan, à Toulouse comme à Byzance, que ce n'est pas d'une alliance militaire dont Clovis dispose, mais de deux. D'abord, avec son vieux cousin païen Sigebert le Boiteux de Cologne, qui ne sentait pas la rose, avec qui ils viennent juste d'écraser une nouvelle fois les Alamans, et qui, comme un bon Germain, se verrait bien passer des vacances d'été en Occitanie. Et plus fort encore, avec son vieil ennemi Gondobald. Car le roi de Burgondie a apparemment pardonné à Clovis sa méchante embrouille de la bataille de Ouche. Mais par contre, il n'a toujours pas digéré d'avoir dû laisser la Provence aux Visigoths après la guerre civile fraternelle. Alors oui, Sigebert le Boiteux est resté fidèle aux traditions germaniques païennes. Et Gondobald est un vilain arien non repenti, bon à rien. Deux petits détails sur lesquels Grégoire glisse tranquillement en se mettant à nous raconter la guerre que Clovis déclare à Alaric II. Sérieusement, la campagne de 507, une croisade religieuse? Si vous y tenez.
Mais moi, j'appellerai pas ça comme ça. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur Internet et à nous contacter sur meropodcast.fr@gmail.com et rendez-vous prochain épisode. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là.